Dans le silence des siècles oubliés, une voix s'élève, prête à crier. Babel idéologie, flambeau allumé, pour une Afrique enfin réveillée. Babel, voix d'Afrique, écho des cœurs, brisant les chaînes, séchant les pleurs. Chers professeurs, chers publics, chers invités et participants et participantes, je vous souhaite la bienvenue. C'est avec un immense plaisir que j'ai la lourde tâche de présenter aujourd'hui, de modérer cette discussion avec Ndeye Nogaye Babel Sow, qui est une Africaine du Sénégal. Elle vous en dira plus. Elle va se présenter comme ça. Je la laisse développer sur ce point. Elle est militante, elle est panafricaniste, elle est chef d'entreprise, elle est maman, elle est formatrice, elle est professeure. Elle est toutes ces casquettes que je viens de citer. Elle a été la porte-parole, puis vice-présidente d'Urgence panafricaniste internationale, qui est un mouvement fondé par Kimi Seba. Elle est la fondatrice du mouvement African Power, qui mobilise la jeunesse de force et de clairvoyance pour apporter des éclaircissements sur les rapports de domination, qu'ils soient néocoloniaux, patriarcaux ou capitalistes. Elle a toujours proposé des voies d'émancipation fondées sur la dignité, la mémoire historique et l'action collective. Aujourd'hui, Ndeye Nogaye Babel Sow revient en lançant en 2023 un bloc intitulé Babel Idéologie. Ce bloc qui se veut être un projet de société visant à construire une société africaine informée de son passé et de ses perspectives. Dans ce bloc, elle aborde des thématiques variées telles que l'histoire, la politique, l'économie et la société. Et a pour objectif principal la conscientisation d'une société panafricaine avertie. Elle est également CEO de Mosdembo de production, qui est une maison de production qui fait du sérieux. Pas une maison de production qui ne fait pas du sérieux. Et dans cette maison de production, elle fait des documentaires sur des personnalités sénégalaises connues, notamment Cheikh Anta Diop, qu'elle a déjà sorti. Elle travaille sur un documentaire sur Mamadou Dia. Et la particularité de ces documentaires, c'est que ces documentaires sont faits en langue locale, sont faits en wolof, en pulaar, des langues que nous connaissons. Avec toujours pour objectif de permettre à des gens de connaître leur propre histoire sans qu'il y ait une barrière linguistique qui les empêche d'être informés. Et je trouve que ça c'est très important. Elle prendra le temps de revenir là-dessus. Je vous remercie pour votre attention. Et le sujet, le thème qui nous réunit étant la problématique du pouvoir d'agir des femmes au Sénégal entre tradition et modernité, est un thème essentiel qui soulève beaucoup de questions, notamment la question de savoir comment les femmes sénégalaises naviguent-elles entre les héritages du passé et les promesses de changement. Comment affirment-elles le pouvoir d'exister, de décider, d'agir dans une société marquée par les tensions constantes entre la permanence des normes sociales et l'émergence de nouveaux horizons. Le pouvoir d'agir n'est pas seulement une question d'autonomie, n'est pas seulement une question d'autonomie politique et d'autonomie économique, mais elle est aussi la possibilité pour chaque femme de choisir sa trajectoire, de résister aux résignations, de construire une sens dans sa vie personnelle comme dans sa vie collective. Et cette possibilité est encore trop souvent contrainte. Contrainte par la tradition, lorsqu'elle enferme plutôt qu'elle ne soutient. Contrainte par la modernité, lorsqu'elle reproduit des inégalités ou qu'elle reste inaccessible pour des inégalités silencieuses. Aujourd'hui, ce panel sera un espace de dialogue. Ce sera un échange entre vous, elle et moi. Vous aurez l'opportunité de lui poser des questions. Elle pourra y répondre. Vous pouvez aussi faire des commentaires. N'hésitez pas. Je lui passe la parole pour pouvoir déjà, si elle le souhaite, revenir sur quelques points sur la présentation et éventuellement commencer la discussion avec nous. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup.
Alors, merci beaucoup, Madame Diaw. C'est très difficile d'intervenir après cette présentation. Je vous félicite, vous, ainsi que Madame Thiam, pour ce panel que j'adore, parce que vraiment Madame Thiam a su revenir sur le passé. Il est presque impossible de parler du présent sans faire un point sur ce qui a déjà été fait auparavant. Et Madame Diaw a très brillamment introduit. Et là, je me demande si je peux même faire une introduction après tout ce qui a été dit. J'en profite pour féliciter Madame la marraine ainsi que l'ensemble de l'école, mesdames et messieurs, l'ensemble des panélistes, mesdames et messieurs les invités, Monsieur Silla Famara, pour son invitation à cet atelier de partage et de construction, mesdames et messieurs de l'organisation, pour cet accueil chaleureux et pour ce grand professionnalisme, à ma très belle équipe, cette équipe très talentueuse, ambitieuse et courageuse avec laquelle je suis venue. Cher public, c'est vraiment avec un grand plaisir et un honneur que je me trouve là, devant vous, pour qu'on puisse discuter ensemble, trouver des solutions et échanger sur ce sujet qui est la problématique du pouvoir d'agir des femmes au Sénégal, qui se retrouve entre tradition et modernité. Il se trouve que Madame Diaw m'a exhorté de revenir sur les différents points de la présentation. Je pense que je peux utiliser ces différents points de présentation pour m'inscrire dans un volet d'ouverture par rapport au thème. Il se trouve que elle vous a parlé de l'activisme que j'ai fait il y a, je pense, quelques années. J'ai été porte-parole internationale d'urgence panafricaniste qui a été créée par mon grand frère Kémy Séba. Et avant de devenir la vice-présidente internationale. Ensuite, on va dire en parallèle, je faisais ma formation professionnelle. J'étais étudiante à l'université de Bombay. Il se trouve que lorsque j'ai eu ma licence, je n'ai pas pu la récupérer pour des raisons que je ne pense pas être pertinent dans cette discussion. Alors, j'ai passé un temps où je n'ai pas pu récupérer ma licence à l'université de Bombay. Et vous allez comprendre la corrélation que je vais faire avec le thème et la journée d'aujourd'hui. Quand j'ai été face à cette situation, je me suis dit que j'allais m'inscrire dans une autre école en attendant de recevoir cette licence. Du coup, je me suis inscrite en master en droit minier et pétrolier à l'Institut des métiers du droit, sous réserve de ma licence. En même temps, j'ai déposé à l'UQAD pour pouvoir m'inscrire là-bas aussi, en attendant ma licence. Et lorsque, par la grâce de Dieu, j'ai reçu cette licence-là, j'ai continué les deux formations en parallèle. Et comme il fallait forcément des sous pour payer l'Institut des métiers du droit, et il se trouve que mon père avait signé avec nous une convention dans laquelle il disait depuis qu'on est né qu'il ne paierait pour les études de personne. Vous allez passer par l'école publique, vous allez réussir par l'école publique, ou vous allez rester à la maison. Mais moi, je paierai pour personne. Alors, vu qu'il y avait la formation à côté qu'il fallait les payer, j'ai déposé un peu partout mon CV et j'ai commencé à travailler à la RTS. Je payais ma formation. Le matin, je me réveillais à 6 heures. J'allais à l'université, à l'Institut des métiers du droit. Je faisais mon cours là-bas. Ensuite, j'allais travailler à la RTS. Et après, je repassais à l'UQAD pour les cours du soir. Du coup, c'est comme ça qu'il fallait s'organiser pour pouvoir réussir ce qu'on a à faire. Et c'est dans cette optique-là qu'il faut toujours essayer, réessayer. Lorsqu'il y a un blocus, on n'annule pas, on reporte. Je pense que cette journée devait se tenir le 8 mars. Elle n'a pas pu se tenir. Vous ne l'avez pas annulée, vous l'avez reportée.
Et là, ça démontre, parce que c'est quand même la journée de la femme, je suis consciente que chacun des acteurs ici a dû mettre du sien pour pouvoir reporter cette journée et la tenir aujourd'hui. Mais je pense que la symbolique par rapport à la journée de la femme est là. La plupart du temps, les femmes, elles n'annulent pas. Quand elles ne peuvent pas faire quelque chose, elles reportent. Elles se préparent et elles reviennent en force. C'est le cas de cette journée aujourd'hui. Je reviens aussi par rapport à un volet qui a été signalé par Madame Thiam, parce qu'à un moment donné de la vie, on se marie. Le fait est qu'on ne nous prépare pas à ce qu'est le mariage. Le mariage, c'est une situation, on va dire naturelle, la plupart du temps normale, mais qui crée des changements. Moi, on ne m'a jamais dit, on ne m'a jamais expliqué, même si je suis censée le savoir, que lorsqu'on se marie, on tombe enceinte. Et quand on tombe enceinte, on ne peut plus faire les efforts physiques qu'on faisait. Du coup, lorsque vous êtes dirigeant d'un mouvement de contestation et que vous avez l'habitude d'être à la place de l'obélisque avec une banderole et des baskets pour dire au gouvernement qu'il faut faire ceci ou cela, si vous avez l'habitude d'être tout le temps en confrontation avec la police et la gendarmerie et que maintenant vous avez pris goût au garde à vue et qu'un jour vous tombez enceinte, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas membre de cette organisation, vous la dirigez. Vous la dirigez au Sénégal, vous êtes la porte-parole internationale et vous devenez la vice-présidente internationale de cette organisation, vous faites quoi? Est-ce que vous restez chez vous avec votre téléphone et vous tweetez, allez marcher, allez faire les manifestations, organisez-vous, partez, défendez le pays, et vous dans tout ça? Il se trouve qu'il faut se réorganiser son emploi du temps et surtout ne pas crouler, je dis bien crouler, sous le poids du ménage. Ne pas crouler, et c'est vraiment le mot, il est choisi, il est assumé, il faut essayer de ne pas crouler sous le poids de ce ménage et de cette grossesse. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste chez soi? Est-ce qu'on a vraiment le choix? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus manifester. Ça, c'est certain. On ne peut plus aller aux manifestations. Parce que entre les nausées et les vomissements, vous risquez d'être un poids pour votre équipe. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Alors, moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, j'étais en master à l'Université de Dakar. Comme maintenant, j'avais libéré du temps par rapport à l'organisation, je me suis inscrite à un deuxième master. Et c'est ce qui fait qu'actuellement, j'ai 3 masters en droit. Beaucoup pensent que c'est une collection de diplômes. Non. Je me suis orientée par rapport à mon temps pour pouvoir faire en sorte de ne pas crouler sous le poids de quelque chose que je n'avais pas prévu. Après ça, il a fallu forcément... on ne m'avait pas aussi prévenu qu'après l'accouchement, il y aurait l'allaitement. Et que ce contrat aussi allait durer 2 ans et qu'il n'était pas rémunéré. Du coup, il fallait aussi faire autre chose. Il fallait aussi s'organiser. Et comme allaiter, c'est un peu resté à la maison, au moins une bonne partie du temps, parce qu'avec la législation actuelle, une femme sénégalaise qui allaite n'a que droit à 1 heure de temps par mois que le reste de l'équipe. 1 heure de temps, je ne vois pas ce qu'une femme qui allait peut faire avec. Le quantum horaire, il est insuffisant. Ça, c'est un débat juridique qu'on va revoir dans les solutions à la fin. Du coup, ce qu'il a fallu faire à ce moment-là, j'ai décidé de faire un autre master. Parce que là, au moins, quand on allait, certes, on ne peut pas rester toute une journée sans voir son enfant, mais on peut quand même se déplacer pendant quelques heures. Du coup, j'ai décidé de faire une formation à la Cour internationale de la Haye et dans la foulée de m'inscrire en doctorat. Par rapport à la création de l'entreprise,
lorsqu'on a passé cette, on va dire, cette marée, dans cette marée, il s'est trouvé que j'ai pu avoir un très bon poste, je vais l'appeler comme ça, dans l'entreprise de mon mari, et j'étais très bien rémunérée. Mais dans la vie, il faut aussi savoir créer. Il faut savoir prendre ses propres risques. Il faut savoir affronter ses propres échecs. Et c'est dans ce contexte que j'ai créé la maison de production qui ne fait que du sérieux, dans un de production, pour qu'on puisse avoir accès à une réelle démocratisation des connaissances. Il se trouve qu'il n'y a pas une démocratisation des connaissances qui est là. Si vous n'avez pas un certain niveau d'études, vous ne pouvez pas regarder un documentaire au Sénégal. C'est un fait. C'est un fait. Et même si vous avez un certain niveau d'études, pour regarder un documentaire au Sénégal, il faut avoir ce qu'on appelle un abonnement cher à Canal. Il faut être sur Planète, et Planète, ce n'est pas l'abonnement à 5 000 francs. Alors, il faut trouver des solutions à l'ensemble des problématiques de discrimination qui existent. J'ai voulu me lancer dans cette sphère-là. Par rapport au blog, c'est vraiment un espace d'échange que j'ai voulu mettre en place, un espace de partage où je peux travailler peu importe où je suis, si je suis malade ou pas. C'est vraiment dans ce contexte-là que toute la présentation qu'elle a faite, tout ça a été mis en place. Et par rapport à l'intervention qui va s'axer sur la modernité actuellement, est-ce que les femmes ont ce qu'on appelle un vrai pouvoir d'agir actuellement dans la modernité? Où se trouve cette problématique? J'aimerais qu'on essaie d'abord on va dire, de définir certains termes. Qu'est-ce que le pouvoir d'agir en soi? Il se trouve que le pouvoir d'agir n'est rien d'autre que la capacité à faire des choix et à les mettre en œuvre dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle et dans sa vie sociale. Autrement dit, il faut savoir choisir quelque chose et le réaliser. Dans ce contexte sénégalais, il faut recontextualiser. Parce qu'on parle d'un sujet assez, on va dire, délicat. On parle des femmes, qui est un sujet délicat. Est-ce que lorsqu'on défend les femmes, est-ce que ça veut dire qu'on ne défend pas assez les hommes? Il y a un débat qui existe depuis belle lurette dans ce sens. Il se trouve que pour pouvoir participer à un débat, il faut prendre conscience du contexte géographique de ce débat. Ce même débat, vous le posez dans une école de formation ou une université française ou anglaise, il faut le prendre sous un autre bout. Moi, je pense, et c'est mon intime conviction, que pour parler de la capacité d'agir des femmes au Sénégal, il faut d'abord reconsidérer la femme comme un élément important, mais dans un ensemble. Dissocier la femme de l'ensemble que représente l'humain en général, cet ensemble qu'il partage avec les hommes, ne sert à rien en Afrique. Dans l'exposé de Mme Thiam, elle est revenue sur le fait qu'à un moment donné, il a fallu que la femme aille au travail et qu'il y a eu ce qu'on appelle un changement de paradigme. C'est vrai. Mais sauf que lorsqu'on va encore plus loin, lorsqu'on remonte encore plus loin dans le temps, on se rend compte que la différence entre le contexte africain par rapport à la femme et le contexte africain en Afrique et le contexte européen par rapport à la femme, c'est que nous avons hérité de ce qu'on appelle un système matriarcal. Nous avons hérité en Afrique d'un système traditionnel dans lequel c'était la femme le boss. C'était la femme le boss. Ce qui n'est pas le cas en Europe. Parce qu'en Europe, rien que pour que les femmes aient le droit de voter, il a fallu qu'il y ait une corrélation avec
l'abolition de l'esclavage. Les femmes européennes et américaines ont dit, si vous permettez aux esclaves de voter, vous devez aussi nous permettre à nous les femmes de voter. C'est pour vous dire la différence de poids, ce que représentait la femme en Afrique et ce que représentait la femme en Europe a toujours été différent. Face à cet héritage culturel, moi je pense, et c'est l'intime conviction avec laquelle j'évolue, qu'il serait très difficile aujourd'hui de mener un combat féminin dans lequel on ne considérerait pas la femme comme un élément dans un ensemble humain dans lequel fait partie l'homme avec petit h. Maintenant, penser ça ne signifie pas qu'on serait dans une logique aujourd'hui d'expliquer qu'il n'existe pas un combat à mener pour certains droits des femmes. Non, ça n'a rien à voir. Mon exercice, c'est de se pencher aujourd'hui sur la modernité, mais comme un levier. Essayer de voir si la modernité serait un levier ou un obstacle par rapport au pouvoir d'agir des femmes. Est-ce qu'actuellement, dans le monde moderne, pour faire simple, les femmes peuvent plus et mieux agir, oui ou non? Est-ce qu'on agit mieux aujourd'hui? Est-ce qu'on a plus de possibilités de mieux agir aujourd'hui que c'était le cas hier? Je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde dans ce sens. On a énormément de possibilités actuellement d'agir mieux et plus qu'avant. Il se trouve qu'on a eu de braves dames au Sénégal et partout en Afrique qui se sont battues. Le quantum horaire insuffisant dont je vous parle, l'une heure de temps d'allaitement qu'on a, c'est des femmes qui se sont battues à l'Assemblée pour qu'on l'ait. Si aujourd'hui, il y a ce panel avec des femmes qui ont un certain niveau d'études, qui font des doctorats, des masters, des formations, c'est parce qu'il y a eu aussi des femmes qui se sont battues à leur niveau pour qu'on soit là. Maintenant, c'est à nous de voir si on est dans une logique de complaisance. Est-ce qu'on en a assez? Est-ce qu'on a ce qu'il nous faut en comparaison par rapport à ce qu'on avait dans le système matriarcal, ou bien est-ce qu'on est loin de ça? Le premier volet sur lequel je me pose pour expliquer que ces dynamiques modernes favorisent l'émancipation des femmes, c'est l'accès facile qu'on a à l'éducation et au savoir. Il y a ce que je vais appeler une explosion de la scolarité féminine qui a été encore une fois possible grâce à la mise en place d'activités, de programmes pour la scolarisation des filles partout au Sénégal. Il y a ce rôle que jouent les universités, les écoles professionnelles. Je vais prendre l'exemple de l'ENTSS, dont on a parlé durant toute la journée, qui, d'après ce que j'ai compris, n'est en rien un frein pour les femmes, qui au contraire les aide à avancer dans toute formation professionnelle à laquelle ils aspirent. Il y a aussi le volet des technologies et de la digitalisation qui est là, qui fait que maintenant on a de plus en plus de femmes entrepreneurs sur les réseaux sociaux qui vendent soit des laits corporels ou bien des chaussures, des tiaras, tout ce que vous voulez, et qui grâce à cette digitalisation deviennent des femmes d'entreprise. Il y a aussi un point très important qui est les changements législatifs, mais aussi les politiques publiques qui ont été mises en place. Les initiatives étatiques telles que l'ADER, telles que la 3FPT, tous ces programmes d'autonomisation féminine ont aussi permis cela. Mais aussi et surtout ces lois telles que la loi par rapport à la parité qui a été ici en politique, mais aussi la loi, les lois qui existent par rapport aux luttes contre les violences.
il y a aussi ce qu'on appelle la visibilité et les représentations positives. Il se trouve que les femmes naissent managers. Et c'est de là que vient le terme ménagère. Toutes les femmes ont cette prédisposition à manager. Déjà, manager une maison, c'est comme une entreprise. Maintenant, il y a des limites et des tensions par rapport à cette modernité qui existe. Il y a des inégalités qui persistent par rapport à l'accès aux ressources. On en a parlé tout de suite, on l'a brossé, l'accès au foncier. Moi, je pense que les femmes africaines ont plus de raisons de se battre par rapport à l'accès des femmes aux terres. Sincèrement, c'est mon intime conviction que de se battre pour l'avortement. Parce qu'en réalité, l'avortement, et je vais entrer dans ce sujet pour revenir au sujet du mariage et faire un clin d'œil à la partie 1, la partie de la reproduction qui a été habilitée à la femme. En réalité, l'avortement ne peut être un droit. En Afrique, l'avortement ne doit être un droit. Car tout est question de paradigme. Le paradigme africain fait que les hommes et les femmes ont des responsabilités. La responsabilité de l'homme africain, peu importe où il se trouve en Afrique, je ne parle pas de religion, je parle de la société africaine. Il ne faut pas utiliser la religion pour se défiler. La responsabilité d'un homme africain, c'est de s'occuper de sa famille. Je ne parle même pas de la religion. Je parle encore une fois de la culture africaine. Un homme africain doit entretenir sa femme et ses enfants. Ce n'est pas ce qu'on demande à un homme européen. En Europe, c'est du 50-50. Une femme africaine a aussi des responsabilités. Elle en est consciente. La femme africaine a toujours pensé que sa responsabilité par rapport à la reproduction était de mettre au monde cet enfant. Sa responsabilité en tant que femme africaine, lorsqu'elle est enceinte, que ce soit pendant le mariage ou pas, peu importe ce qui s'est fait jusqu'à ce qu'on en soit là, sa responsabilité, c'est de mettre au monde cet enfant. Maintenant, je suis d'accord que la responsabilité étatique est de faire en sorte que toute femme qui ne peut pas ou qui ne veut pas s'occuper de cet enfant, peut-être parce que cet enfant est le fruit d'un inceste, peut-être parce que cet enfant est le fruit d'un viol, peut-être parce que cet enfant, elle n'a pas les moyens de le faire, la responsabilité de la politique étatique sénégalaise doit être de s'occuper de cet enfant sénégalais. Je suis d'accord par rapport à ça. Mais je ne vois pas comment et pourquoi les femmes africaines devraient se rencontrer à la place de l'obélisque pour demander un droit à l'avortement. Maintenant, par rapport à la reproduction, c'est vrai que cette reproduction, Dieu a tellement fait confiance à la femme qu'il lui a donné non seulement cette responsabilité très grande d'enceinte, d'être enceinte, mais aussi d'allaiter. Ça fait énormément de responsabilités. Moi, je pense que dans une entreprise, lorsque vos responsabilités augmentent, votre salaire augmente. Alors, je pense que les femmes devraient aller vers une logique étatique d'être payées lorsqu'elles sont enceintes. C'est ça la vérité. Lorsqu'une femme est enceinte, elle participe à non seulement, on va dire, l'élargissement de ce peuple sénégalais-là. Après, lors de l'allaitement, est-ce que vous êtes déjà entré dans un restaurant? Vous avez déjà mangé, vous avez bien mangé, vous avez pris votre dessert et vous sortez gratuitement. C'est ce qu'on demande aux femmes actuellement. Moi, je pense qu'une femme qui allaite doit avoir un pourcentage par rapport à son salaire, un pourcentage qu'on ajoute à son salaire. C'est logique. Ça doit être logique. Voilà les combats sur lesquels j'aimerais que les Africaines se positionnent. Parce qu'en réalité, le suivisme
par rapport au mondialisme n'a jamais arrangé l'Afrique. La preuve, cet essai d'entrer dans ce système capitaliste ne va pas à l'Afrique, parce que l'Afrique ne peut pas avancer avec le capitalisme. L'Afrique a son mode de fonctionnement. Les femmes africaines doivent avoir leur combat, leurs objections par rapport à leurs demandes propres, qui ne suivent personne. Alors, je pense que on est en train d'entrer, par rapport à ce sujet, on est en train d'entrer dans pas mal de paradigmes qui suivent ce sujet. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, et c'est le dernier point sur lequel je veux intervenir, c'est que pour beaucoup de femmes, actuellement, c'est ce que je ressens, hein, il n'y a pas une étude de l'ANSD qui a été faite dessus, mais c'est ce que je ressens. Pour beaucoup de femmes actuellement, le mariage pourrait être un blocage à leur projet. C'est ce que je ressens. Voilà, c'est ce que je... je vois beaucoup de femmes qui me font signe de la tête pour me dire oui, oui, oui. Mais moi, je pense que tout est question d'organisation. Tout dépend de ce que représente le mariage. Pour certaines femmes, le mariage, c'est une entreprise. C'est-à-dire que le jour où elles vont à la mairie pour signer, c'est comme si elles viennent d'être employées. Et elles construisent, elles prennent toute leur vie, toute leur énergie, toutes leurs ressources et elles l'investissent dans ce mariage. Sauf qu'un être humain, c'est comme la pyramide de Kelsen. Un être humain a besoin de beaucoup de piliers pour rester debout. Et actuellement, avec tout ce qu'on a comme facilité, la possibilité d'avoir une nounou, d'avoir une bonne, d'avoir de l'aide, d'avoir la grand-mère, de la déposer chez la grand-mère, de revenir la prendre, les femmes doivent comprendre une chose. Autant les enfants héritent de leur père, autant les enfants héritent de leur mère. Une femme dans un ménage, un mariage, c'est un contrat. C'est un contrat, et qui dit contrat des responsabilités dans les deux côtés. Je n'ai jamais vu un homme ne pas venir au bureau parce que son fils ne dormait pas le soir. Son fils n'a pas dormi. Ça ne doit pas se passer comme ça. Moi, je pense que les femmes doivent être plus intelligentes dans la discussion, doivent savoir imposer, bien sûr, dans l'intelligence, parce qu'on est extrêmement intelligente, on sait comment le faire, il faut juste savoir le faire, leur place. Parler à leur mari comme on va dire, leur accompagnant manager. Parce qu'en réalité, lorsque votre mari a une entreprise et que vous en avez une, à la fin du mois, autant il vire ses salaires, autant vous virez les vôtres. Ce partage de responsabilité-là, il faut qu'on l'ait en tête. Il faut qu'on se dise que, peu importe ce qui se passe, à la fin de chaque année, je fais mon bilan. Dans mon bilan, il y a certes mon mariage qui est un contrat, parce que quand on se marie aussi, c'est un contrat. On se marie pour le meilleur et pour le pire. On se marie aussi pour prendre soin de l'autre, mais c'est dans les deux sens. Il faut refuser, et je le dis clairement, de prendre sur soi toute la responsabilité d'un ménage. Non. Un ménage, c'est deux personnes. C'est deux personnes. Quand l'enfant crie la nuit et que vous allaitez, après l'avoir allaité, monsieur doit pouvoir le border. Il doit pouvoir le faire. Il doit pouvoir le faire. S'il est conscient qu'il ne peut pas le faire, qu'il ne fasse pas d'enfant. En fait, il faut qu'on... C'est à nous de redéfinir le débat. Et ça ne se fera pas à coup de pioche et à coup de poing, parce qu'en réalité, notre intelligence physique, notre force physique, Dieu l'a replacée dans notre tête. C'est à nous de savoir sur quel point discuter. Comment redéfinir le débat de sorte à faire de sorte que notre temps, qu'on puisse certes le mettre dans un ménage, qu'on puisse aussi le mettre dans un doctorat, qu'on puisse aussi le mettre à l'université, qu'on puisse aussi créer une entreprise et le faire, mais tout ça, il faut de l'organisation. Les jours fériés,
vous restez chez vous. Vous vous occupez de votre famille. Les week-ends, vous restez chez vous. Vous vous occupez de votre famille. L'heure de la descente, vous restez chez vous. Vous vous occupez de la famille. Il faut juste restreindre son cercle d'amis, restreindre son temps sur les réseaux sociaux, investir son temps. Il y a beaucoup qui me demandent si j'écoute de la musique. Oui, dans ma voiture quand je conduis. Le reste du temps, je n'ai pas de temps. Parce que la personne qui crée une œuvre musicale, elle a créé quelque chose. Je ne gagne rien en l'écoutant. Si c'est pour me faire plaisir, c'est dans ma voiture ou dans mon vol quand je vais faire quelque chose. Mais si je passe 1 heure de mon temps à écouter de la musique, non. J'ai d'autres responsabilités derrière. C'est à nous, non seulement d'avoir de grandes ambitions, mais aussi de pouvoir nous donner les moyens de les atteindre. Je vous remercie. J'aimerais m'adresser à Madame Niès, personnellement. J'avais une question. Pensez-vous qu'avec l'idéologie africaine définissant les responsabilités de l'homme comme chef de famille et de la femme comme mère, que le système puisse changer? Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est Madame Saoundé Senouatissane, ingénieure, géographe et ingénieure en gestion et développement urbain, en service au départemental de l'urbanisme de Guédiawaye. Je tenais sincèrement à féliciter et remercier une collègue, amie et grande sœur, Madame Kouma, qui m'a donné l'opportunité de prendre part à cette journée très importante. Merci du fond du cœur. Maintenant, pour en revenir au thème, qui est la problématique du pouvoir d'agir des femmes au Sénégal entre tradition et modernité, j'avais une préoccupation, pour ne pas dire une question qui m'a longuement taraudé d'esprit. Car depuis, certes, on peut dire qu'il y a une évolution ou des évolutions positives en ce sens, mais je me dis toujours qu'il nous reste du chemin. Entre autres, l'autorité parentale partagée. Qu'en est-il? Parce que qui n'est toujours pas acquise, je veux dire. Maintenant, juridiquement parlant, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Merci beaucoup. Par rapport à ma réponse par rapport à cette question, pensez-vous qu'on devrait attendre que la femme atteigne l'âge de la maturité pour renforcer sa capacité à agir? C'est ça la question. Alors, non seulement on ne peut pas attendre, mais moi, j'aimerais qu'on recontextualise le débat. En réalité, la plus grande responsabilité qu'une femme a dans sa vie, c'est son enfant. Parce que votre mari, vous l'avez choisi. D'une manière ou d'une autre, vous l'avez choisi. Votre travail, vous l'avez choisi. D'une manière ou d'une autre, vous l'avez choisi. Vous avez décidé d'aller travailler. Mais tout ça, en réalité, c'est des CDD. Si vous décidez aujourd'hui de divorcer, votre mari, il n'est plus votre mari. Si vous décidez de démissionner, votre travail, c'est plus votre travail. Si vous décidez d'abandonner vos études, vous y allez plus. Mais pouvez-vous décider de ne plus être la mère de votre enfant? Vous n'avez pas cette possibilité-là. C'est pour cela que je pense que les femmes, dans le ménage ou pas, doivent réfléchir avant de faire des enfants. Je ne dis pas que les hommes ne doivent pas réfléchir. Je dis juste qu'ils ont moins de responsabilité que nous dans ce domaine. Aujourd'hui, votre enfant que vous avez eu avec votre mari, vous devez, encore une fois, le mot revient, vous organiser. Vous devez vous départager les tâches. Moi, je n'ai pas mon mot à dire sur l'école où mon enfant doit aller. Tout ce qui m'intéresse, est-ce qu'il y a la sécurité, est-ce qu'il y a tout ça, est-ce que son père s'en fout? Mais si son père décide demain que cet enfant, à ses 18 ans, il doit aller à Auckland pour faire sa maîtrise, je n'ai pas de commentaire là-dessus. De la même manière que c'est moi qui dois décider de comment mon fils vit. Mon fils a 5 ans, c'est moi qui décide de comment on lui parle. C'est moi qui décide de ce qu'on lui dit. Ma priorité, ce n'est pas que la belle famille ou la vilaine famille m'aime ou pas. Ma priorité, c'est qu'est-ce qu'on dit à mon fils. Comment on lui parle à mon fils? Est-ce qu'on lui parle? Est-ce qu'on lui explique les choses quand il ne fait pas les choses bien?
est-ce qu'on le convoque? Moi, mon fils, il a 5 ans, je le convoque. Je lui dis, Sidi, viens, il faut qu'on discute. On s'assoit, on discute et on se comprend. Il a 5 ans. Le problème, en réalité, c'est que les femmes, la plupart des femmes sénégalaises, savent donner dans le ménage, mais elles ne savent pas prendre. Elles ne savent pas prendre. Il y a des responsabilités. C'est nos responsabilités. Aujourd'hui, si mon fils il parle mal d'or, ou qu'il insulte les gens d'or, ou qu'il tape des femmes ou des hommes d'ailleurs d'or, mais excusez-moi, on n'a rien à dire à son père, parce qu'en réalité, c'est son père qui donne la dépense quotidienne. C'est son père qui a ces exigences-là. Même si moi, je travaille. Mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que quand mon fils il revient de l'école à 15h, que je sois là, que je l'accueille. Quand il quitte la maison à 7h15, qu'il me voit. Cette confiance-là, en fait, que vous donnez à votre enfant le matin quand il part, peu importe qui m'appelle ou qui veut me voir, si le président Diomaye veut me voir demain et que c'est à 20h en semaine, je ne peux pas. À 20h, je borde mon fils. Si Trump est là, ce n'est pas mon problème. Peu importe qui vient me voir, ça ne me concerne pas. À 20h, je borde mon fils, je lui lis une histoire. Peu importe qui est décédé dans la matinée. Parce qu'en réalité, ça ne me concerne pas. C'est moi qui ai décidé de le mettre au monde, moi. Alors c'est à moi de m'en occuper. Tous les agresseurs que vous voyez là-dedans, ils ont des mamans. Ils ont des mamans, la plupart du temps, qui n'avaient pas le choix, entre guillemets, qui ont décidé de laisser le papa dormir et elle le matin de prendre comment dire, les bassines et de partir chercher à manger. C'est qui éduquait l'enfant à ce moment-là? Tout le temps dans la rue, vous voyez des enfants qui ont 3 ans, 4 ans dans la rue. Qu'est-ce qu'un enfant qui a 4 ans fait dans la rue? Je ne vous dis pas votre belle famille ou votre vilaine famille ou tout ce que vous voulez, peu importe. Il n'y a personne qui puisse décider, plus qu'une maman, comment on parle à son fils, qu'est-ce qu'on dit à son fils. C'est de votre responsabilité. Son fils et sa fille. Ça, c'est de notre responsabilité des femmes. Ce n'est pas de la responsabilité des hommes. Alors, pour la question par rapport à l'autorité parentale, c'est vrai que la question de l'autorité parentale partagée au Sénégal est l'une des questions les plus récentes que les femmes ont soulevées. Depuis l'avènement du nouveau gouvernement, les femmes réclament que l'Assemblée vote une loi sur le partage de l'autorité parentale. Alors, qu'est-ce que l'autorité parentale? L'autorité parentale, c'est un droit, on va dire, que le Code de la famille donne à l'homme. Qui fait que lorsque vous vous mariez, c'est l'homme le chef de la famille. Et qui, par découlement, cet homme-là est l'autorité parentale. C'est-à-dire que vos enfants, que vous avez eus, tous les deux, c'est l'homme qui peut décider si ses enfants peuvent, oui ou non, sortir du territoire. Si ses enfants, en réalité, c'est l'homme qui est le chef de la famille, qui décide de, on va dire, de la globalité des actions de cet enfant. Je ne suis pas contre l'autorité parentale partagée. Mais je pense qu'en réalité, on n'en a pas besoin. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, peut-être pas dans cette salle, surtout en dehors de ces murs. Pourquoi? À la seconde où on va enlever à l'homme cette autorité parentale, où on va aller vers un partage, on va aller vers aussi le partage des responsabilités. Vous allez me dire qu'il existe déjà. Parce que dans la plupart des ménages, c'est les femmes qui gèrent. Mais ce n'est pas institutionnalisé. Il faut savoir que la pension alimentaire, cette pension alimentaire-là, pourquoi la plupart du temps, lors d'un divorce, on donne les enfants à la femme et on demande la pension alimentaire à l'homme, c'est aussi un découlement de ça. Maintenant, je suis d'accord que lorsque deux personnes se séparent, l'autorité parentale à ce moment-là est affectée à la personne qui a les enfants.
Je suis d'accord pour qu'on puisse aller vers une réforme de l'autorité parentale, mais aller vers un partage global dans le code de la famille, écrit noir sur blanc de l'autorité parentale, non. Voilà ma réponse. Pour une Afrique enfin réveillée, Babel, voix d'Afrique, écho des cœurs, brisant les chaînes, séchant les pleurs, unis par l'histoire, forts de nos valeurs, marchons ensemble vers l'heure des lueurs. Une plateforme, un cri,